Bon, mais je suis bien content de m'adresser à tous ceux qui nous suivent fidèlement, hein, toutes celles, tous ceux qui nous suivent fidèlement. Je suis content de m'adresser à eux en vacances, peut-être qu'ils sont chez moi en Corse sur une plage, je sais pas, ou je leur souhaite en train de se nettoyer de l'eau de mer dans un torrent à 20 minutes de voiture de la côte. On peut faire ça en Corse. Bon, allez, je suis pas là pour faire le syndicat d'initiative. Et je remercie Philippe de me donner l'occasion de garder le contact, même pendant cette longue parenthèse des vacances estivales. Avec notre public, soit celui qui vient régulièrement aux ateliers, soit, et ils sont bien nombreux et de plus en plus nombreux, ceux qui nous suivent à distance et qui ne nous connaissent que par l'intermédiaire des réseaux, comme on dit. Et c'est à l'intention de tout cela que j'ai choisi de débunker, c'est un mot qui est nouveau pour moi, j'ai du mal. Sortir du bunker, je ne sais pas d'où ça vient, ça doit être ça à peu près. De rebondir, de commenter. Un mot plus traditionnel, non pas une vidéo cette fois, mais un texte. Et un texte de Gluskar, de Michel Gluskar, c'est bien la différence, c'est bien la première fois que je prends pour objet de réflexion texte de celui qui fut un ami et qui reste un ami irremplacé, et dont je maintiens, ça est gratuit, un peu ronflant, et ça peut paraître dérisoire, mais c'est quand même le plus grand penseur marxiste de l'après-guerre, incomparablement. Je me suis aperçu avec une certaine satisfaction récemment que je ne suis plus tout à fait le seul à le dire, mais quelqu'un que je ne connais pas, donc on ne s'est pas donné le mot, enfin je ne connais pas de près, je le connais de nom comme beaucoup dans la mouvance du Parti communiste à l'époque, je pense à Gilles Questiot, qui n'hésite pas à dire que, vous le trouvez sur le net d'ailleurs, un très bel article qu'il lui a consacré, à propos, à l'occasion de la réédition de Lettres et le Code aux éditions Delga, où il dit c'est sans doute et de loin le plus grand penseur marxiste de l'après-guerre. Ça, j'ai sursauté. Je me suis dit, si quelqu'un qui a joué un si grand rôle dans les hautes sphères du Parti communiste français, si je puis dire, dit cela, et même ma foi, c'est qu'il se passe quelque chose dans la réception de l'œuvre de Michel Gluskar. Ici, j'ai choisi justement une réponse qu'il a faite dans le cadre de la revue Société française à Claude Mauriat. Mauriat est un peu l'honnête homme dont Gluskar rêve dans plusieurs ouvrages, en particulier dans Le frivole et le sérieux. C'est-à-dire un lecteur qui n'aurait que l'honnêteté intellectuelle. Je ne parle pas d'honnêteté idéologique, ça. Est-ce que j'en suis capable, moi, d'honnêteté idéologique? Nous avons tous un inconscient de classe. J'ai eu souvent l'occasion d'y revenir et il y aura d'autres occasions de creuser cette notion fondamentale qui ridiculise un peu la note que fait Althusser dès la première page pratiquement de Lire le Capital, lorsqu'il dit à très juste titre, jusque-là je n'ai rien à relever, lorsqu'il dit que les grandes articulations de l'histoire de la philosophie correspondent toujours à une reprise après coup d'un bouleversement qui vient de se produire en dehors de la philosophie dans le monde des sciences. Et que par exemple, pour prendre le premier système écrit qui nous soit parvenu dans cette discipline, à celui de Platon, que c'est par hasard si Platon réagit à l'apparition des mathématiques autour des travaux de Pythagore, de Thalès, plus tard, après Platon, d'Euclide,
Je résume tout ça par la métonymie d'Euclide, même si Euclide est plutôt après Platon. C'est surtout Pythagore quand Platon parle, Philolaos, enfin, on n'est pas là pour détailler ça. Mais s'il a mis à l'entrée de son école Platon que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est pour dire, premièrement, on n'est pas là pour faire de la mathématique et de la géométrie. Ça, vous le laissez à l'entrée. Mais vous n'entrez pas si vous ne vous êtes pas entraîné n'est-ce pas, à la philosophie par cet excellent exercice que sont les disciplines mathématiques, qui est essentiellement la géométrie et un peu l'arithmétique, qui va connaître un grand développement avec Euclide, justement. Donc, voilà, c'est pas tout à fait hasard. Jusque-là, tu as parfaitement raison, quoi. Descartes est une réaction à l'apparition de la physique galiléenne. Ça marche très bien, ce que dit Althusser, il a bien raison, surtout qu'il a pris l'idée à Bachelard, bien sûr. Mais, et donc, il décline d'une manière très, très correcte et très, très rigoureuse la chronologie de la chose, apparition des mathématiques, premier système de philosophie Platon, apparition de la physique au XVIe, XVIIe siècle, Galilée, ça donne la naissance de la philosophie dite du sujet ou philosophie moderne avec Descartes. Je veux dire, Newton, bien sûr, on peut dire qu'une grosse partie de la critique de la raison pure de Kant, donc cette articulation fondamentale de la pensée moderne quasi contemporaine, on va y revenir avec l'importance du néo-kantisme chez Gluskar dans la pensée contemporaine, qu'aurait été la pensée de Kant s'il n'était pas quasi polarisé, enfin dans sa philosophie théorique en tout cas, dans la critique de la raison pure par la physique newtonienne. Et bien sûr, il dit, Marx, ça va être la science de l'histoire, les disciplines historiques, science de l'histoire, terme générique qui devrait contenir toutes les sciences humaines. Je mets au défi la sociologie, la psychologie, la démographie, je parle des sciences humaines, l'anthropologie, tout ce que vous voulez, je mets au défi ces disciplines-là d'avoir un sens en dehors de l'histoire. Elles sont toutes dans l'histoire. Donc l'histoire est bien la discipline générique. Et ma foi, discussion sans fin de savoir s'il faut parler des sciences humaines, guillemets, 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 des sciences sociales. Les guillemets, pour l'instant, se disputent sur l'épithète. Moi, je trouve que les guillemets devraient aller surtout au mot science. Je ne suis pas sûr que ce soit des sciences, tout ça, mais enfin, mettons que ce soit des disciplines. C'est déjà pas mal, comme la philosophie, qui n'est pas une science, mais qui est quand même une exigence de rigueur, qui est une discipline. Eh bien, ces sciences-là, je veux dire, ne surgissent que dans l'élément, pour prendre un terme hegelien, comme les poissons sont dans l'élément eau, aquatique, implique, suppose, présuppose l'élément de l'histoire pour exister. Donc, je veux dire, au lieu de dire sciences sociales, sciences humaines, on devrait dire les disciplines historiques. Bon, allez, je ne détaille pas cette longue parenthèse pour contextualiser ce que je veux citer d'Althusser à propos de l'inconscient de classe, j'en ai été là. Car il met à la fin en note, à la fin de ce développement, sur le rapport donc, de la philosophie qui réagit par contre-coup et après-coup à des avancées scientifiques préalables, il dit il faudrait peut-être voir aussi le continent inconscient ouvert par Freud. Alors là, il tend un peu l'oreille d'âne, parce que je veux dire, Marx n'a pas attendu Freud, je suis un de ceux qui dit qu'on n'a jamais fini de mesurer la profondeur et l'étendue de la découverte freudienne, dans un sens générique, des multiples découvertes qu'elle implique. Donc c'est pas du tout réducteur ce que je veux dire pour Freud, mais simplement c'est pas la notion d'inconscient qu'il inaugure. Quand Marx dit dans la préface à introduction à la contribution à la critique de l'économie politique dans la production sociale, c'est la première phrase de ce texte,
dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports nécessaires, déterminés, indépendants de leur volonté, involontaire, inconscient, appelez ça comme vous voudrez, ça dit bien ce que ça veut dire, que tout ça ne se passe justement partout où on veut, sauf dans la conscience. On va y revenir tout à l'heure à propos de ce que Gloskar appelle la phénoménologie de la bourgeoisie. Donc, ça m'a paru fascinant de voir que il s'adresse là, il répond à quelqu'un qui peut incarner cet honnête homme qu'il appelle de ses voeux, qui puisse le lire. Donc je reprends mon fil, même avec son inconscient idéologique que nous avons tous, moi le premier, mais qui a au moins une honnêteté, sinon idéologique, au moins intellectuelle. Et en tout cas qu'il a lu attentivement, et voilà. Et donc Claude Maurilla avait fait un compte-rendu des 3 ouvrages qui ont succédé à L'être et le code et à Néofascisme et idéologie du désir, et qui venaient de paraître à ce moment-là, Le capitalisme de la séduction, La bête sauvage, Les dégâts de la pratique libérale. Ça venait de sortir, et il en fait donc une recension, comme on dit, un compte-rendu détaillé. Et pour Gloskar, qui jusqu'à la fin de sa vie, et de plus en plus vers la fin de sa vie, a beaucoup plus souffert qu'il ne peut l'exprimer, et qu'on ne le mesure généralement, de cette solitude, non pas psychologique, il était entouré, il avait des amis, dire, moi-même quand j'étais, les nombreuses années que j'ai passées où je ne l'avais qu'au téléphone en Afrique, on se téléphonait beaucoup pendant qu'il rédigeait ses ouvrages, on avait beaucoup des échanges très féconds, mais il y avait bien sûr de François de Negroni, Christian Riochet, qui est un des plus anciens, et qu'il a tellement assisté pour la diffusion d'ouvrages comme L'être et le code, et pour aider le public à s'y retrouver dans le maquis touffu de la prose gloscardienne. Bien sûr, l'irremplaçable René Commère, qui a été à la fois qui a été l'Auvergnat pour lui, quoi. C'est la première fois que je fais la comparaison, mais elle me semble évidente, quoi. Au sens propre, celui qui donne à manger. Ce n'était rien qu'un peu de pain. René Commère était un restaurateur, donc c'est d'abord au sens propre, et de ceci c'était important. Pour Gloskar, qui avait connu l'occupation, les privations. Et je me rappelle de ses colères à mon égard, quand je faisais le héron au sens de La Fontaine. Pendant ses balades, il adorait que je le balade à travers soit la campagne française, soit ici. C'était en Corse, c'était l'heure du pique-nique. On avait projeté de pique-niquer, et moi je faisais le difficile, le héron. Ici, oui, c'est bien, il y a le torrent, mais il n'y a pas d'ombre. Ici, il y a l'ombre, mais il n'y a pas le torrent. À 13h, il explosait. C'est l'heure de midi, on mange. Sur le gravillon, sur la route, je m'en fous, mais on mange. Voilà. Donc, quand je dis au propre comme au figuré, c'était un restaurateur des corps et des âmes, René Commère. Donc, il était très entouré. C'est pas de cette solitude-là dont je parle. Je ne suis pas dans l'imagerie, mais une solitude par défaut de reconnaissance de ceux dont il attendait le plus la reconnaissance. C'est-à-dire, bon, bien sûr, le monde académique. Mais là, on peut dire qu'il l'a eu plus qu'en partie. Il a quand même eu... Et c'est pour ça qu'il disait, j'interromps ma phrase, mais pas du tout mon propos, il disait surtout vers la fin de sa vie, sur ma tombe, je voudrais qu'on écrive C.J. Michel Gloskar, professeur d'université. Car pour lui, ça voulait dire qu'il eût cru que le petit chose, comme il disait lui-même en reprenant le titre de Daudet, qu'il eût dit que le petit chose arriverait un jour à être professeur d'université, ce fils d'un père disparu de la classe ouvrière et de Carmaux, et d'une mère institutrice à Gaillac. Qui l'eût cru, n'est-ce pas, qu'il ferait et donnerait des cours
à Poitiers et qu'il serait un des fleurons de l'Institut de recherche hegeliano-marxiste de Poitiers aux côtés d'étoiles de première grandeur comme Jacques Donte par exemple, avec qui il était très lié. Donc il a eu cette reconnaissance-là dès l'instant qu'il a soutenu sa thèse, avec les félicitations du jury. Il faut voir l'éloge de quelqu'un d'aussi peu suspect de complaisance que Jankélévitch. Et Jankélévitch, on est quand même loin de Marx. C'est pas un adversaire, c'est pas un anticommuniste viscéral, tant s'en faut, mais enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est tout à fait indépendant de la mouvance marxiste, qu'il connaissait bien, et qu'on s'attend plus à voir citer dans le domaine esthétique, en particulier musical, même si sa spécialité c'était la philosophie morale, au sens du grand siècle, mais au sens des moralistes français. Mais or, il a fait un éloge en disant que le Lettres et le Code était un chef-d'œuvre, et il insiste sur les qualités de style. Alors, ce qu'on reproche le plus souvent à Gluskar, c'est d'avoir un style, c'est le mépris de classe, le style laborieux, bien sûr. Je me rappelle que, justement, en compagnie de son complice en affaires sportives, je repense à René Comer, qui avait été un champion du monde militaire du 100 mètres et du 200 mètres papillon. Et donc il s'entendait très bien avec Gluskar à ce niveau-là, et avec Negroni, qui était un tennisman classé. Je me rappelle que Gluskar nous faisait remarquer le vocabulaire, le lexique, la sémantique d'un article de la rubrique sportive du Monde, par exemple, sur un match de football entre la France et, à l'époque, la République démocratique allemande, dite Allemagne de l'Est. Et on voyait tout de suite des passages comme... alors bien sûr, les Allemands de l'Est nous avaient mis 4-0, hein, mais l'honneur était sauf parce que l'article disait le brillant panache français a été défait par l'implacable mécanique est-allemande. Voilà, alors on voit tout de suite les bœufs, les laborieux, la mécanique, comme une machine qui fonctionne sans penser. Et les Français qui ont le panache, bon, qui n'ont pas eu de chance ce jour-là, mais enfin, ils étaient un peu distraits. Voilà. Ce mépris de classe qui fait qu'on dit que c'est pas écrire, c'est pas un esthète, il n'est pas proto-malarméen comme Lacan, il n'est pas... il n'a pas les esquisses délicatesses du style littéraire qui est si important en France pour se faire entendre. Je ne dis pas ça avec mépris, c'est une grande tradition, mais enfin, ce qui est méprisable, c'est le mépris de classe. Lorsqu'on n'est pas dans ce code, pour reprendre un terme qui prend une signification si fondamentale chez Gluskar, au point qu'il lui dit qu'il arrive souvent de dire que le code, la preuve, précède l'être. L'être est vu à travers le filtre de ce code. Eh bien, taratata, voilà que Jankélévitch, qui est un exemple emblématique de cette philosophie esthétisante, au sens pas du tout péjoratif, il y a parmi les meilleurs textes et les plus subtils sur la musique, un peu sectaire par moments, il en veut beaucoup, et pour cause, vu ses origines et vu la période qu'il a connue, il en veut beaucoup à la musique allemande. Il n'empêche que ce même Vladimir Jankélévitch dit que c'est un champion du style, le Gluskar. Enfin, à part ces exceptions notables, la solitude de Gluskar, j'y reviens, était quasi ontologique par rapport à ce dont il attendait la reconnaissance. Encore une fois, sociologiquement, il n'était pas seul du tout. Mais vis-à-vis du monde académique, bon, il a cette reconnaissance universitaire, point. Mais surtout, là où il a le plus souffert, c'est qu'il n'ait pas eu la reconnaissance de ses pairs politiques, c'est-à-dire dans la mouvance marxiste elle-même, en particulier à l'intérieur du Parti communiste français, qui faisait la fête à ceux qui étaient en train de défenestrer les idées marxistes en France. Je me rappelle très bien, lorsqu'on allait à l'Institut de recherche marxiste, on a été beaucoup plus dans la sémantique et dans les problématiques d'Althusser, et je t'en rajoute, et
appareil idéologique d'État, lecture symptomale. Hein, je ne détaille pas tout ça parce que ce n'est pas le sujet. Mais je veux dire, le vocabulaire, la syntaxe et le style de la nouvelle critique, comme on disait à l'époque. Et Gluskar était superbement ignoré. D'où, j'y reviens, voilà, je ne vais pas trop m'attarder, exception, Claude Maurilla qui fait cette recension honnête en disant, en une formule qui résume son propos et que Gluskar relève, en disant qu'il l'assume, non seulement qu'il l'approuve, mais qu'il l'assume, qu'il se reconnaît bien dans cette formule, à savoir Gluskar, deux points, là je cite Claude Maurilla, encore une fois dans la revue Société française, une émanation de l'Institut de recherche marxiste, Michel Gluskar, deux points, indispensable et insuffisant. Je lis ici le bref paragraphe où Gluskar rebondit sur cette formule. J'assumerai même son jugement d'introduction. Je cite, Gluskar indispensable mais, point de suspension, insatisfaisant. Fin de citation. Je pourrais même dire que j'en suis fier. C'est un parfait et à mon avis élogieux positionnement dialectique. Ma contribution à la recherche marxiste, en particulier pour combler le, entre guillemets, retard théorique, est reconnue, puisqu'il dit indispensable. Et cela dans la mesure où la critique de cette contribution peut permettre un nouveau progrès de cette recherche. Je sais bien qu'à partir de ce que je dis, on verra des insuffisances qui permettront à les critiquants d'aller encore plus loin. Je demande que ça. Donc, c'est le texte sur lequel j'ai décidé de m'attarder et de creuser un petit peu, parce que j'en connais peu qui soient aussi exhaustifs sur l'œuvre de Gluskar en général. Voilà, pour ceux qui voudraient. Après tout, je parle de gens versés dans ce genre de problématiques quand même. Donc, c'est exercer, premièrement, aux problématiques des sciences humaines, à celles de la philosophie par ailleurs, et troisièmement, à la mouvance marxiste-marxisante, comme on voudra, et qui ont entendu parler de Gluskar et qui voudraient voir de quoi il s'agit d'un peu plus près, je leur conseillerais, entre autres entrées, hein, il peut y en avoir d'autres, mais c'est à mon avis une des plus, encore une fois je dis exhaustives, et des plus creusées en même temps, c'est rare qu'il y ait les deux en aussi peu de pages, dans cette réponse à Claude Maurilla. Alors, un dernier mot avant de plonger dans le texte lui-même, tout de même, sur le contexte du support. C'est donc paru dans Société française. Et je l'ai déjà dit, hein, c'est une émanation de l'Institut de recherche marxiste qui existait à l'époque, boulevard Blanqui, là, l'IRM. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'expression, le syntagme lui-même de Société française vient en droite ligne de celui qui fut le directeur de recherche de Michel Gluskar quand il faisait sa thèse, c'est-à-dire Henri Lefebvre. C'est bien connu ce que je dis, hein, je ne suis pas le premier, loin de là, à dire ce que l'œuvre de Gluskar doit à l'entrée très particulière et originale à l'époque d'Henri Lefebvre, qui qu'on cite plus maintenant dans la mouvance situationniste, s'y opposée à celle de Gluskar, ou plutôt qui a vu Gluskar s'y opposer. Et mais Henri Lefebvre qui a toujours eu de l'affection pour l'un de ses poulains, il n'était pas le seul, hein, je pense à Michel quand il était étudiant, et qui a toujours eu un mélange d'affection et d'expectative vis-à-vis de Michel Gluskar, qui était un peu ce qu'on appelle en français son œuf de Cannes. Il se demandait comment il avait pu pondre, pour prolonger la métaphore de l'œuf, un discours aussi atypique. Je me rappelle très bien avec sa voix de stentor comment il disait où tu vas chercher tout ça, Michel, où tu vas chercher tout ça, Michel. Vous voyez, lui-même un peu effaré de voir l'immense rendu de son élève par rapport à son enseignement. Or, c'est justement c'est un mot un peu vilain, mais la spécialité et l'originalité d'Henri Lefebvre, c'était
tenait tout entière dans cette expression société française, de ne pas faire des généralités sur le marxisme, sur les modes de production, les forces productives, c'est fondamental, ces concepts, il ne s'agit pas du tout de les marginaliser, au contraire, on ne les creuse jamais assez, mais de les penser in concreto, à travers des modèles qui existent, hic et nunc. Je pense à une monographie comme La vallée de Campan, c'est une vallée qui est dans les Pyrénées, qui est une étude qu'avait faite Henri Lefebvre sur une vallée des Pyrénées, étudiée sur plusieurs générations en sociologie. Avec tout ce qu'on veut, les approches empiristes, théoriques, formalistes, tout ce qu'on veut, mais voilà, in concreto. Et c'est quelque chose qui a beaucoup qui a marqué l'œuvre de Gluskar et qui correspond à ce qu'il appellera plus tard, il en est beaucoup question dans cette réponse à Moria, à l'approche phénoménologique. Dans un sens, on y reviendra à cette question de vocabulaire, ou plutôt non. Je cesse d'en parler au futur, souvent on dit on y reviendra pour ne pas y revenir. On s'apercevra après qu'on n'a pas eu le temps d'y revenir. Donc c'est tellement important que je vais développer ce point-là, parce que je ne vais pas faire le commentaire de ce texte, au sens rigoureux du terme, c'est-à-dire tel qu'il le mériterait. Je l'ai dit, il y a presque toute l'œuvre de Gluskar et ses fondamentaux qui défilent dans ces quelques pages. Donc ce ne serait pas sérieux si j'en faisais un commentaire exhaustif, ou alors il me faudrait 2 ou 3 années de séminaire. Et un travail collectif, en invitant d'autres gluscardiens pour en discuter. Donc, mélangeons pas les genres. Non. Mais je vais prélever dans ce texte des thématiques pas assez développées dans l'exégèse gluscardienne, qui me semblent les plus importantes et parmi les plus actuelles. Et en tout cas, je vais partir de là, avant de plonger dans le texte, les plus en phase avec la transmission que j'essaye de prolonger dans ce qu'il est convenu d'appeler nos ateliers. Puisque je n'écris pas, n'est-ce pas, dans les ateliers qui sont diffusés le plus souvent sur YouTube ou sur d'autres supports. Je pense surtout à ceux qui nous ont hébergés avec une... Et j'exprime toute ma gratitude. Je pense à Vimeo. Et je remercie ici Michel Le Thomas, qui a fait un travail extraordinaire. Donc, en phase avec ces ateliers, dans lesquels il y a un thème qui va me servir d'entrée maintenant dans la textualité même de cette réponse de Gluskar à Claude Moria. Ce thème, c'est celui du positionnement de la philosophie en général. Qu'en fait, on est en train de parler de littérature marxiste, là, avec Gluskar. Comment se fait-il qu'on en soit encore à la philosophie? Marx n'a pas encore écrit son gros œuvre, ses œuvres majeures, la contribution critique économique politique, le Capital, mais il a déjà écrit de jeunesse fondamentale, misère de la philosophie, en polémiquant contre Proudhon. Et puis, une autre citation archi-célèbre, n'est-ce pas? Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, nous voulons le transformer. Donc ça fait 2 occurrences où Marx se démarque de la discipline philosophique. Non pas au profit des sciences humaines, ça n'existait pas. C'est pas cette appellation, ce syntagme, ni de la sociologie. Le mot était commençait à peine à surgir. Quelqu'un comme Auguste Comte, par exemple, est loin d'être popularisé. Bien sûr, Marx pensait à l'histoire. Je ne reviens pas, j'ai dit tout à l'heure que l'histoire contient toutes les sciences humaines, qu'on devrait appeler les sciences de l'histoire, les sciences historiques. Voilà comment je tranche entre sciences humaines, sciences sociales et les sciences historiques. Or, on n'est pas en philosophie, là, ou on n'y est plus. Alors pourquoi moi j'insiste sur ce positionnement philosophique sur lequel Gluskar va revenir à la fin de sa vie avec un ouvrage admirable que Delga a édité
en lui donnant ce titre parce que le manuscrit restait à l'état inachevé et sans titre définitif. Il y avait plusieurs projets de titres tournant autour de la praxis. Je pense bien sûr au chemin de la praxis. Et l'être, le sujet, la praxis, etc. Bon, il revient à quoi? À la pratique philosophique, où il dit cet ouvrage se veut une contribution à la philosophie hegelienne. C'est quand même des citations capitales. Le dernier Gluskar, dernier état. Alors, je ne dis pas que Marx s'est trompé en disant que la philosophie s'était terminée. Au contraire, c'est parce que je pense que Marx a raison que je résous la contradiction apparente en disant c'est bien un malheur de la situation historique que nous vivons si nous sommes tenus d'être encore dans l'élément de la philosophie. Or, quand j'essaie, moi, dans ma transmission, et c'est le résultat de multiples échanges que j'ai eus au jour le jour pendant de nombreuses années avec Michel, sur la spécificité, le positionnement de la philosophie par rapport à tout ce avec quoi on pourrait la confondre, je la place le plus souvent dans une position, non pas médiane, j'aime pas ce mot-là, il n'y a rien de pire que l'abject extrême centre comme positionnement politique, c'est-à-dire la mouvance politique qui nous gouverne depuis tant de générations, que ce soit centre-gauche ou centre-droit, et qui est tout sauf centriste, qui est un extrémisme. Tous ceux qui avaient collaboré pendant la guerre et qui ont échappé à l'épuration, ça en fait beaucoup, puisque d'après même des historiennes comme Annie Lacroix-Rize, il n'y a pas eu d'épuration proprement dite, sauf avec les seconds couteaux. Je ne parle même pas de ces pauvres femmes qu'elle en a rasé les cheveux. Ça, c'est les salopards qui ont fait ça, c'était des gens qui étaient les résistants de la dernière heure, comme on dit, n'est-ce pas, qui avaient beaucoup de choses à se faire pardonner. Non, mais je pense ceux qui ont vraiment... Regardez quelqu'un comme Papon, par exemple, les positions qu'il a occupées sous Vichy et les positions qu'il continue à occuper, y compris même sous la présidence de Gaulle, n'est-ce pas, et avec les épouvantables ratonnades qui ont eu lieu sous son autorité, je reprends le vocabulaire de l'époque, et les noyades par dizaines de Maghrébins dans la Seine. Donc, comme dit Lanny Croisi, il n'y a pas eu tellement d'épuration, mais ceux qui ont échappé à l'épuration se gardaient bien sûr. Ils rasaient les murs après la guerre, plus question de se dire d'extrême droite, voire de droite, c'était trop marqué, puisque même la gauche non communiste, les socialistes avaient voté la SFIO comme un seul homme pour Vichy, pour les pleins pouvoirs à Pétain, soyons clairs. Toute la France politique était mouillée, en dehors, comme organisation du seul parti communiste, comme organisation. Il y a par ailleurs des individus qui n'ont pas marché avec Pétain, alors là, il y en a dans tous les camps, y compris même des royalistes qui étaient dans la résistance. Je ne suis pas sectaire, loin de là. Mais enfin, du point de vue organisation et parti, il n'y a que le Parti communiste qui a refusé de jouer ce jeu-là. Donc les autres, ils rasaient les murs, surtout ceux qui étaient les plus impliqués. Or, ceux-là, ils n'apparaissaient jamais comme de droite. Mais dans des étiquettes, je reviens à mon extrême centre, je ne pars pas mon fil, comme divers modérés, centristes, sans étiquette. Ça va circuler jusqu'à Giscard. Le parti de Giscard, le puissant ministre des Finances de Gaulle, c'est les Républicains indépendants. Vous avez entendu, on n'est pas dans la droite gaulienne. Mitterrand sort de là. Donc, quand je dis la misère politique de notre époque, et dont les premiers symptômes se font sentir au moment où Oscar rédige ce texte, je repars de cette de considération
alors ça va surprendre, sémantique. Ça paraît secondaire chez Gluskar, le style, la forme. Or, dans cette réponse à Moria, il s'attarde beaucoup sur la formulation. Je prends... Allez, un dernier quand même, parce que c'est quand même l'essentiel de ce que je voudrais développer aujourd'hui. Je reviens à la manière dont je positionne, je ne voudrais pas être trop rapide là-dessus, la philosophie par rapport à tout ce avec quoi on pourrait la confondre. Donc je viens de faire un non-développement pour dire position qui se définit par rapport à deux autres extrêmes. Je ne les ai pas nommés, donc je le dis maintenant. Le discours scientifique, mathématique essentiellement, et à l'autre extrême, la parole poétique. J'essaie d'être précis. Le discours, qui n'est pas une parole, mathématique, et la parole poétique. Et je viens de faire un non-développement pour dire la philosophie qui n'est pas au milieu, qui n'est pas, on va y revenir à la position très ambiguë du milieu, de l'extrême centre, comme je viens de le développer, mais qui renvoie dos à dos ces deux extrêmes. Donc je préférerais la figure du triangle plutôt que celle du point médian sur un segment AB, du point M. Non, comme un triangle. Il y a deux extrêmes, et puis, vous voyez, comme un triangle équilatéral, par exemple, il y a deux extrêmes en bas, là, sur les points B et C, et puis il y a un point A qui est le extérieur et qui les renvoie dos à dos. Et comme je le répète souvent, ce qui caractérise justement cette position très particulière de la philosophie qui fait qu'elle boite, l'expression n'est pas de moi, elle est de Merleau-Ponty, elle boite surtout dans son rapport aux politiques, c'est précisément qu'elle se réclame à la fois de l'exigence de rigueur propre au discours scientifique, singulièrement mathématique, mais sans pour cela, ce que fait le discours mathématique à juste titre, vu sa visée qui lui est propre, mais la philosophie, elle ne le fait pas, sans pour cela faire l'impasse sur le langage de tous les jours, ce que les linguistes appellent le langage naturel, qui est une accumulation de poétique complètement inconsciente. Je dis souvent que nous faisons exactement l'inverse de M. Jourdain, la même chose mais à l'envers. M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, il en est émerveillé de savoir qu'il est un prosateur. Et là, je suis en train de dire que quand on dit le jour se lève, on fait de la poésie sans le savoir. On ne fait pas la prose, l'inverse, on fait la poète sans le savoir. C'est une métaphore. Le jour ne se lève pas, c'est pas le soleil qui bouge, c'est nous, c'est la terre qui tourne sur elle-même. Bref, ça n'a aucun sens du point de vue strictement physique. Le jour se lève. N'empêche qu'on se comprend très bien quand on dit le jour se lève. On est dans la métaphore. Et presque tout le langage courant est comme ça. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que la philosophie, j'y reviens, d'un côté, voudrait emprunter, d'où l'expression de Platon, j'ai dit tout à l'heure, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, prendre à la géométrie, aux mathématiques, son exigence de rigueur, en particulier la non-contradiction, le principe d'identité, et par ailleurs conserver du langage naturel, ce que ne conservent pas les mathématiques, sa richesse métaphorique, sa richesse allusive. Or, regardez justement ce que dit Gluskar dans la première partie de cette réponse. Pour répondre, je rappelle que Gluskar décide très méthodiquement de répondre à 3 reproches, tout en reconnaissant, je le lis le premier paragraphe, ça donne le ton de toute la réponse. Société française me proposant de répondre à la critique de Claude Moria dès son prochain numéro, c'est à chaud et très rapidement que j'ai rédigé cette première réponse, comptant plus tard proposer une réponse systématique à la critique du projet d'ensemble. Je remercie tout d'abord Claude Moria du très bon esprit de sa critique constructive, donc c'est bien clair. Mais il décide d'articuler sa réponse, quand même, il y a des reproches dans l'article qu'avait fait Moria, et il reprend ces 3 reproches dans l'ordre croissant de gravité, du moins grave au plus grave. Et donc, en parlant du premier, il parle d'un vocabulaire un peu flottant chez Gluskar, Moria. Donc, vous voyez, on est en plein dans mon histoire de sémantique.
Je cite Moria, « L'auteur donne souvent l'impression de travailler à la hache. » Et Gluskar répond « C'est ce que je voudrais beaucoup en dire, trop sans doute, j'en conviens, étant donné que la place pour le faire est très limitée. Très souvent, en effet, je ne fais qu'indiquer, désigner, marquer, je ne fais que prendre date, montrer l'idée, le problème. J'ai voulu avant tout proposer un travail de repérage global, de mise en situation, de délimitation. » On voit bien là, qui signale, bien sûr, qu'on n'est pas dans la démonstration algorithmique. On n'est pas dans y égale f de x. On n'est pas dans le calcul algébrique. Et il ne s'agit pas d'y être. Il faut s'efforcer d'être rigoureux, mais avec, encore une fois, la riche sédimentation métaphorique qui est en permanence à l'œuvre et qui nous travaille à notre insu, le plus souvent, pour ne pas dire quasi exclusivement, dans le langage dit naturel. Et pourquoi j'insiste sur ce langage naturel? Parce qu'on dit, la philosophie n'a qu'à faire les thématiques, hein, laisser tomber ce langage-là et créer une langue bien rigoureuse, bien codée, univoque. On risque plus de se mélanger les pinceaux et d'arriver à des contradictions. Pourquoi? Parce que, justement, il y a une préoccupation axiologique dans la philosophie. C'est pour ça que ce texte est fondamental. Axiologique, il ne s'agit pas seulement de savoir, s'il s'agissait que de connaissances, au sens des sciences dites dures, c'est-à-dire des sciences, je le prends ici littéralement parlant, objectives, non pas seulement au sens quasi moral de dire je suis objectif, hein, je m'efforce de ne pas tenir compte de mes préférences subjectives, non, mais objectif en plus, c'est-à-dire qui ne concerne que des objets, à l'inverse de la philosophie qui répond à l'impératif pithique, inscrite sur le temple d'Apollon dès l'origine, connais-toi toi-même. C'est une logique du sujet, en principe, la philosophie s'efforce à une logique du sujet, et non pas de la molécule d'oxygène, des déplacements du plancton dans l'océan, ou de la magnitude des étoiles, qui sont des sujets fondamentaux. Je ne dis pas ça du tout ironiquement. Et je ne serais pas là, nous ne serions pas là s'il n'y avait pas heureusement ces disciplines qui sont constituées avec la rigueur que l'on sait, et les succès cognitifs qu'elles ont obtenus, et que je suis le dernier à vouloir brader. Mais il s'agit ici de science de ce qui est extérieur à ce qui est proprement humain. Voilà où on y arrive, n'est-ce pas? Et là, il s'agit de connaître toi-même, et c'est pour ça que la philosophie est nécessairement, qu'elle le veuille ou non, dialectique. Parce que dès l'instant qu'on se rappelle que l'anthropologie, le surgissement d'une anthropologie au sein de l'être naturel, qui n'est pas un être d'ailleurs, qui est un devenir, c'est un autre débat, on aura, je crois, quelques occasions de recreuser cet aspect-là. Mais la manière dont l'humain surgit, mettons, à partir des je suis dans le consensus, hein, à partir des premiers galets éclatés, appelez ça comme on veut, des bifaces, avant même la pierre polie, je ne parle même pas des métaux, dès l'instant bref où surgit cette chose qui va jouer un rôle si central dans la réflexion de Gluskar, via Marx, la praxis. L'homme apparaît là où la nature disparaît. Là où la situation naturelle, telle qu'elle était trouvée au départ, telle que l'animal, elle, lui, s'en contente, disparaît. Lorsqu'il n'y a non pas une modification, un singe sait très bien casser une branche pour attraper quelque chose, ou même des oiseaux, on dit tête de linotte, hein, même un crâne de piaf, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cervelle là-dedans, tu parles, il n'y a qu'à voir les corbeaux qui sont d'une intelligence redoutable. Un passereau, un petit oiseau de rien du tout, peut très bien, c'est pas, avec son bec, couper une épine, la tenir dans son bec et s'en servir pour tirer une larve d'un trou dans une branche, ce qui est quand même une opération extrêmement compliquée. Je ne suis pas en train de réduire tout ça, mais je veux dire, ici, on n'a pas affaire à l'outil, on a affaire à l'instrument.
Ah, tu coupes les cheveux en quatre. Ben oui, ah non, mais il y a une différence énorme qui a été étudiée par un grand marxiste vietnamien, je pense à Tran Duc Thao ici, n'est-ce pas? Est-ce un hasard, n'est-ce pas, qui a énormément réfléchi le courant phénoménologique et qui avait bien montré la différence entre l'outil et l'instrument. C'est que l'outil, et c'est ça qu'on le reconnaît, ceux qui travaillent sur les terrains, sur les gravures rupestres du Sahara, sur les pointes de flèches, les pointes de silex, a une forme typique. Le singe va prendre le caillou qui est là, qu'il trouve, il ne va pas fabriquer l'outil lui-même. Il peut casser une branche, oui, il y a bien modification, mais il n'y a pas l'imposition d'une forme qui va se répéter identique à elle-même. Les pointes de flèche changent de dimension, il y a des grandes, des petites, mais elles ont toutes la même forme. Les haches tombales par exemple, comme on appelle celle de la civilisation des tumulus qui va de la Méditerranée orientale jusqu'à la Grande-Bretagne en passant par le littoral atlantique, où on trouve partout ces tumulus avec le guerrier enterré avec ses armes et avec ses haches qui ont toutes la même forme, c'est ça que j'y reviens. La forme, leidos en grec, qui va donner l'idée, et qui font qu'on arrive au fondement du marxisme. J'y vais rapidement parce que l'essentiel, je ne veux pas le perdre de vue en perdant du temps sur les détails, et je ne veux pas ici que la forêt de la praxis soit cachée par les arbres des différents ici et maintenant. Je suis en train de rappeler que Marx, dans un passage capital, dit que ce qui différencie immédiatement l'architecte le plus maladroit de l'abeille la plus experte, c'est que l'architecte a sa représentation de sa maison dans la tête avant de la produire dans la réalité, avant de l'inscrire dans la matière. Et c'est cette représentation qui est précisément ce qu'on appelle une pensée, on l'oublie souvent, c'est-à-dire qu'il y a une projection. Ce n'est pas un instinct qui se déroule comme un programme, comme une machine déroule un programme informatique. Vous voyez que les réflexions sur l'intelligence artificielle feraient bien de revenir à ce passage de Marx. Or, justement, ça suppose qu'il y a une représentation. Là, je suis un peu long parce que on a discuté de ça pendant des lustres avec le SCAR. Souvent, pour l'éternel problème mal posé, Marx dit bien que la mystification est moins dans les réponses que dans la manière de poser les questions et les problèmes. Où doit-on placer le curseur pour définir le seuil où l'on passe de la zoologie à l'anthropologie, de l'animal à l'homme? Je ris parce que, je veux dire, on retrouve toujours ce problème du seuil, tantôt entre l'animal et l'homme, tantôt entre la matière inerte et la matière vivante, c'est les mêmes débats. Est-ce que les virus sont des êtres vivants? On retrouve les mêmes débats d'incertitude, de stade intermédiaire où on ne sait jamais si on est avant ce franchissement ou si on est déjà après. Hein? Et là, pour en revenir à où il faut placer le curseur entre l'animal et l'homme, comme s'il y avait un moment, un 31 décembre à minuit, comme je dis souvent, ou avant, on est dans la zoologie, et après, dès le 1er janvier, à 1h du matin, on est devenu un homme. On néglige la dimension temporelle, sur laquelle Lénine insiste tellement dans son travail sur le concept de reflet. Et donc, je suis en train de dire quoi? Quand il y en a qui disent que ce seuil, c'est le langage, par exemple. L'homme a le langage, l'animal a des formes de communication. Le langage est humain. Je ne suis pas contre. Je suis contre le fait de dire que le seuil est là. Mais c'est vrai qu'il y a une spécificité du langage humain par rapport à toutes les formes de communication animale. En particulier l'usage de la métaphore, justement. Et de ce que le cercle de Prague, les linguistes du cercle de Prague appelaient la fonction poétique de toutes les langues humaines, présente dans toutes les langues humaines. Et dont j'ai donné un exemple tout à l'heure avec le jour se lève. D'autres disent, mais non, c'est pas le langage, c'est l'outil. Et on a vu là encore, entre l'outil et l'instrument, ça flotte. Ah mais non, mais c'est la pensée religieuse. Ah mais le rire, il y en a même Rabelais, le rire, le propre de l'homme, pourquoi pas. Ah oui, on peut se disputer sur ce qui fait vraiment
le seuil. Mais tous ne sont pas à mettre sur le même plan. Je veux dire que le langage lui-même présuppose la praxis. Voilà pourquoi je la privilégie. Et pourquoi je dis ça? Je ne veux pas le dire gratuitement, parce que là on est au cœur de ce qu'aurait dû être la réflexion philosophique préalable aux sciences historiques. Il y a un point commun entre l'outil, la praxis et le langage. C'est précisément ce concept de représentation. Faire être là quelque chose qui n'est pas là. Je prends souvent l'exemple du tombeau pour le faire comprendre, avec le terme grec qui le désigne soma. Soma, le tombeau. Séma, le signe. C'est un jeu de mots que Platon fait déjà il y a 2500 ans dans le Gorgias, par exemple. Soma, séma, le corps, soma, un tombeau. Oui, le corps, soma, un tombeau, le signe, séma. Sémaphore, sémantique, on retrouve ça, sémiologie, etc. Car qu'est-ce que c'est qu'un tombeau? Sinon, quelque chose qui est là pour qu'on pense à quelqu'un qui n'est plus là. De donner une présence à ce qui est absolument absent. Donc, je disais, vous voyez, que ce genre de réalités sont éminemment, proprement humaines, qui n'apparaissent qu'avec l'homme. Vous êtes d'accord que lorsque on fait des recherches sur un terrain dans la vallée de l'Omo en Afrique, est-ce qu'on a affaire à un singe, à un australopithèque ou bien à un homme? Si on trouve des restes de sépulture, on ne se pose même plus la question, c'est bon, on est chez l'homme, oui, on est bien d'accord. Que quand je parle de tombeau, on est bien dans l'anthropologie, c'est pour ça que je privilégie cet exemple. Or, cet exemple montre que le surgissement de l'homme est tout de suite dialectique, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Comment on peut faire être là ce qui n'est pas là? L'animal, lui, il est toujours dans l'être là, dans le Dasein, comme on dit dans la pensée allemande, ce qui veut dire littéralement être là. Exister n'existe que ce qui est là pour l'animal. Ce qui peut se manifester sous la forme d'une odeur, d'un bruit, d'un son, d'une vision, d'une lumière, ainsi. Bref, l'animal n'accède pas au signe. Il accède, et c'est déjà énorme, au signal. Ainsi, tous les animaux de la savane détalent quand ils sentent, ou a fortiori quand ils voient et sentent en même temps la fumée, les grands feux de brousse qu'il y a en fin de saison sèche, dans la savane africaine, par exemple. Parce que la fumée signale le feu, c'est pas un signe. Parce que la relation entre la fumée et le feu se suffit de la causalité physique pour s'expliquer. La fumée est toujours consécutive au feu, il y a consécution de la cause et de l'effet dans le même être-là naturel. Ce sont les mêmes sens, n'est-ce pas, qui reniflent la fumée et qui redoutent le feu. Il n'y a pas besoin de penser pour ça, loin de là. La preuve, c'est que même des insectes, on ne peut pas dire qu'ils sont des champions d'encéphale du développement de la pensée, les insectes, il faut voir, je l'ai souvent vu en Afrique, dès qu'on approche d'un feu de brousse, on voit des milliers d'insectes sur le bord de la route qui se réfugient, qui sont en train de fuir. Là, il y a un lien qui n'est pas arbitraire entre la fumée et le feu. C'est pas l'homme qui a décidé que la fumée signalait le feu. Il y a un en soi naturel, physique, chimique, ce qu'on voudra, qui est de l'ordre des sciences dures. Tandis que prendre le mot lion pour désigner l'animal que ce mot exprime, n'est valable qu'en français, c'est une convention. Il n'y a pas de lien naturel entre l'énoncé sonore lion et l'animal qui est désigné par ce mot. La preuve, c'est que en allemand, c'est löwe et en bambara, c'est diara, n'est-ce pas, chez les Maliens, par exemple. Il n'y a plus rien à voir. Là, on est passé brutalement, si je puis dire, de la thèse à l'antithèse, de la nature à la convention, du lien entre le signal et ce qu'il signale, la fumée et le feu, qui suppose le lien est naturel, entre un lien, je le dis carrément, surnaturel. Alors je peux dire non naturel, parce qu'il y en a qui redoutent les connotations religieuses, c'est pas ce que je voulais dire, mais je montre que ça ne les exclut pas, n'est-ce pas, et que la religion n'est pas si idiote que ça, comme dit Rimbaud, la théologie est sérieuse. Donc, anthropologiquement parlant, la fumée signale le feu, le lien est naturel,
Le mot diara, babara désigne le lien conventionnel, c'est le lien de la langue. C'est ce que Saussure, les premiers qui ont créé la linguistique véritablement scientifique, structurale, ont très bien vu. C'est que l'arbitraire du signe, par opposition à la naturalité du signal. Je tenais à creuser tous ces développements pour rappeler que la notion de signe qui concentre ce qu'il y a d'anthropologique dans la réalité humaine, il n'y a pas que ça dans l'homme. Hein. Quand j'ai faim, je ne suis plus dans la convention. Là, c'est la nature qui agit en moi, pas la nature des petits oiseaux à l'extérieur, le décor, le paysage. C'est bien le propre de l'écologisme de confondre la nature avec ce qui est extérieur à nous et que nous serions en train de détruire. Non, elle est en nous, la nature aussi. Elle est en nous. C'est une loi naturelle qui fait que j'ai mal aux dents quand j'ai oublié de nettoyer le sucre qui est entre mes dents. Et simplement, quand j'ai faim chaque jour, c'est une manifestation d'une loi implacablement naturelle. La nature n'est pas le lieu de la liberté, c'est le lieu de la détermination, au contraire, de la contrainte par excellence. Je dis ça parce qu'il y a des rappels salubres à faire par les temps qui courent. Donc je prends ici la nature comme objet de la physique, la seule manière scientifique d'en parler, et non pas la nature que je respecte au sens polémique, comme c'était le cas au XVIIIe siècle, où on disait les droits naturels de l'homme, ça veut dire ce que l'homme a, indépendamment des contraintes que lui impose la société. Là, c'est un sens polémique de nature, qui fait qu'on peut dire, il est naturel que j'aille au cinéma un samedi soir. Il n'y a rien de naturel, ni dans le cinéma, ni dans le samedi, ni dans tout ça. Mais là, ça veut dire que je suis libre, après tout, d'aller au cinéma le samedi soir. Ça, je respecte. Mais le sens physique, scientifique de nature, n'est-ce pas, si on le prend au sérieux, ne doit pas se contenter à ce qu'on voit de l'extérieur, à la verdure, d'autant que c'est vraiment dans l'univers rarissime qu'est la verdure, c'est peut-être même unique. Je ne crois pas statistiquement, mais enfin, en tout cas, c'est pas la règle, c'est plutôt l'exception. Mais elle se manifeste en nous. La nature, c'est quand j'ai faim. Si on associait ça au terme de nature, on aurait un écologisme sans doute moins fantasmé que celui qu'on voit faire des ravages autour de nous. Je parle de l'écologisme, hein, sinon je suis un ardent militant de la lutte pour préserver un environnement sain. Donc je m'attarde sur ces questions de sémantique gluscardienne. Et il y a peu de textes de Gluskar qui regroupent tous ces problèmes dans l'ordre où ils sont classés ici, l'ordre de gravité dans lequel il les déploie dans sa réponse à Claude Mauriat. Alors, justement, il prend un exemple. Il cite Mauriat, le dessin de Zessienne, à grands traits, sous-entendu sous la plume de Gluskar, hein, le dessin à grands traits se distingue mal de la caricature. C'est un reproche qu'il fait à Gluskar, faute du recul culturel nécessaire. Et Gluskar de répondre, mais Claude Mauriat a très bien compris aussi que ces grands auteurs ne font que me servir de, je cite, de signifiants majeurs. Vous voyez que j'étais pas loin du texte gluscardien, du signifiant majeur, de la phénoménologie de la bourgeoisie. Chaque mot compte. Je suis indifférent à leurs œuvres. Vous connaissez beaucoup d'auteurs qui disent ça. Ça veut dire, ça m'est égal, moi, le détail de l'œuvre. Je ne suis pas en train de faire de l'histoire de la philosophie, de l'histoire de la pensée. Et voilà, et là, je passe de Sartre à Althusser, voilà, en développant les thématiques respectives qui leur sont propres. Non, laissons ça. Et les académies, pour ça, laissons ça. C'est des disciplines que je respecte, mais c'est l'histoire de la philosophie. On n'est pas du tout dans les chemins de la praxis. Là. On n'est pas du tout dans ce qu'on va voir après. Gluskar résume pour l'opposer au néo-kantisme qui est l'enveloppe générique de toutes les pensées qu'il critique, les pensées contre-révolutionnaires. Il ne parle pas du kantisme. Néo-kantisme, il y oppose, son point de vue à lui, les philosophies issues de la Révolution française, qui se caractérisent essentiellement par l'axe Rousseau-Kant, précisément.
un Kant qu'il ne faut pas confondre avec les néo-kantiens. Donc, je reprends sa phrase, « Je suis indifférent à leurs œuvres en tant que telles, ils ne m'ont servi, leurs œuvres ne m'ont servi qu'à désigner, signifiant, désigner, regardez bien le vocabulaire, ça fait 2 fois qu'il y a le mot signe, le radical, les articulations, les thèmes, les figures, les étangs, entre guillemets, termes communs à des pensées aussi différentes, voire opposées que Hegel, Husserl et Heidegger, par exemple, les étangs de cette phénoménologie, du néo-kantisme théorique. Donc il veut dégager quelque chose qu'il est le premier à produire. Là, je vais m'y attarder un peu, à ce concept du néo-kantisme. Et je m'y oppose, et je m'y attarde d'une manière à la fois heureuse et un petit peu solennelle. Heureuse parce que, dès la rentrée prochaine, ceux qui nous font la gentillesse de nous suivre pourront disposer aux éditions d'Elga d'une parution importante, rédigée par le jeune Simon Verdun, qu'il me pardonne si je le jette en pâture comme ça en avant-première à son futur lectorat, qui, dans les éditions d'Elga, vont publier bientôt l'édition du mémoire qu'il a soutenu à l'École normale supérieure l'année passée, et qui avait pour titre « La critique du néo-kantisme chez Michel Gluskar », enfin la critique du néo-kantisme et la raison dialectique chez Michel Gluskar. Alors vous me direz, mais enfin pourquoi tu annonces ça solennellement? Le néo-kantisme, c'est une problématique familière, c'est une notion familière pour ceux qui font des études de philosophie, taratata. J'insiste, chez Michel Gluskar, et là je reviens à la réponse à Moria, parce que c'est là qu'il précise avec beaucoup de rigueur, en quoi ce que lui appelle néo-kantisme est quelque chose de spécifique, qui n'a pas grand-chose à voir, est une construction originale, une élaboration extrêmement rigoureuse, bref, un concept, et non pas une représentation qu'on a trouvée là, parce que je dis à un étudiant en philosophie au hasard, je pense aux écoles néo-kantiennes, il a immédiatement une représentation. Il pense à Adorno, il pense à l'école de Francfort, il pense à Horkheimer, il pense, s'il connaît un peu mieux l'histoire de la philosophie, à Cohen, qui est un des premiers qui remet le kantisme à la mode à la première moitié au milieu du 19e siècle, disons. Ces néo-kantismes-là, ils sont bien classés, ils sont familiers. Il ne s'agit pas du tout de ça chez Gluskar. Il ne s'agit pas de cette pensée qui, comme par hasard, au moment où le marxisme est en train de s'élaborer et de se publier, au moment où Marx est en train de mettre à la disposition de ceux qui ne sont ni dans la philosophie, ni dans les sciences humaines, mais dans la grève, dans la lutte, dans l'exploitation, quand il est en train de mettre à leur service un détour théorique qui ne s'appelle pas encore le matérialisme dialectique et le matérialisme historique, mais des outils de pensée dont vont bientôt s'emparer ces travailleurs. C'est comme par hasard à ce moment-là que surgissent, est-ce un hasard? Je reviens sur le mot, ce qu'on appelle maintenant les sciences humaines et ou sociales. Qu'est-ce que la différence semble dérisoire, puisque ça désigne les mêmes disciplines. La sociologie, l'anthropologie, la linguistique, on est bien d'accord. Elles apparaissent quand le marxisme surgit. Et Gluskar disait souvent, c'était une boutade qu'il faut prendre extrêmement au sérieux quand on regarde la récurrence avec laquelle il la ressortait régulièrement, et ça se terminait souvent par un gloussement, un rire gloussé. Les sciences humaines ont été inventées pour verrouiller le marxisme naissant. L'état d'anarchie où se trouve actuellement l'édifice des sciences dites sociales, humaines, etc., la comparaison est accablante avec les sciences dites dures, fait contraste avec l'unité profonde que le marxisme aurait été susceptible de leur apporter si on les avait appelées, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme je le maintiens, les sciences historiques, en rappelant qu'elles ont un creuset historique. Et
je reviens à notre jeune ami Simon Verdin, dans son approche donc du néokantisme chez Gluskar, montre très bien que Gluskar a insisté pratiquement dans toute son œuvre publiée, et même orale, ça je peux en témoigner, à travers de nos discussions et nos échanges, en direct ou par téléphone, quand souvent j'étais loin, au sud du Sahara, sur ce concept générique du néokantisme chez Michel Gluskar. C'est-à-dire qu'il est présent chez des penseurs qui ne se doutent absolument pas qu'ils sont néo-kantiens. Sartre ne pense pas à Kant. Quand il dit la psychanalyse, c'est un peu facile. Je ne discute pas ça, ce qu'il dit de la psychanalyse. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, c'est autre chose. C'est très cohérent en tout cas. Quand Sartre dit « ça a bon dos l'inconscient, hein. Au niveau moral, c'est un peu trop commode. Ah, je peux dire, ah, excusez-moi, j'ai fait ça, c'est pas ma faute, c'est mon inconscient. Ça me dispense d'être responsable de mes actes. » C'est très néo-kantien. C'est très kantien, cette manière d'affirmer la liberté à la base de mes actes. Par exemple, mais Sartre n'a pas conscience à ce moment-là d'être kantien. Or, Sartre, ici, vous voyez, je fais comme Gluskar, je ne discute pas ici l'articulation interne de sa pensée. Je discute le positionnement de ses noms propres. Sartre, par rapport à maintenant ce qui est censé s'y opposer comme nom propre, les penseurs du courant dit structuraliste. Quand on regarde le surgissement du structuralisme, c'est ma génération, hein, au cours des 60s, comme on disait, comme on dit toujours, les Lévi-Strauss, des pères fondateurs, les Foucault, les Lacan et tous ceux qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans l'appellation, parce qu'on n'aime pas être une catégorie, on aime bien être un individu, pourquoi pas. Mais là, j'insiste justement sur ce qu'ils ont de commun. Or, quand on regarde bien, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils ont tous fait le parricide de Sartre. Sartre était le roi du pétrole dans le monde intellectuel parisien, français, dans l'immédiat après-guerre, avec les existentialismes. Et pour s'opposer, c'est bien s'opposer. Pour faire un champ, il faut liquider une forêt, qui était là au préalable, ou assécher un marais, enfin modifier ce qui était déjà là. Pour que le structuralisme se fasse une place, il a bien fallu liquider l'existentialisme. Et le père, là, c'était Sartre. Il a fallu faire le parricide. Je propose souvent à des étudiants en philosophie de faire un jour une thèse sur la notion du parricide en philosophie. Socrate, on ne sait pas grand-chose puisqu'il n'a pas laissé de traces écrites. Mais Socrate, on sait qu'il a commencé par être parménidien avant de le réfuter. Platon a commencé par être pythagoricien. Aristote commence par le parricide de Platon. Platon fait le parricide de Parménide, Aristote fait le parricide de Platon. Descartes fait le parricide d'Aristote. Le principe d'inertie que Descartes formule et qui résume toutes les avancées de la physique galiléenne sont un écroulement du finalisme aristotélicien, de la physique téléologique. Spinoza a fait le parricide de Descartes, pas Kant liquide toute la pensée qu'il appelle dogmatique, aussi bien Descartes, Spinoza, Leibniz, et qui rêve, comme il y en a qui en rêvent encore aujourd'hui, et qui ferait bien, déjà s'ils pouvaient simplement revenir à Kant, ce serait un progrès par rapport au présent. Ceux qui se débattent encore dans ce qu'on appelle le néopositivisme logique ou l'école analytique, qui croient qu'on va, avec une formulation d'algorithmes pris à l'exemple des mathématiques, on va pouvoir faire une philosophie rigoureuse. Kant a ruiné cet espoir dans sa critique du dogmatisme philosophique. Dogmatisme qui donne à Descartes l'illusion qu'avec sa méthode peut s'appliquer à tout. Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont se servent les géomètres pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient donné à occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sur la connaissance des hommes, voilà le dogmatisme, toutes, s'entresuivent en la même façon. En même façon que quoi? Que la cause et que l'effet en physique, ou que la proposition primitive en mathématiques et la proposition dérivée. Le théorème que je démontre en montrant qu'il ne contredit pas une proposition préalable que j'avais déjà reconnue pour vraie. Que tout s'entresuive en même façon, de soumettre donc les sciences dites socialo-humaines aujourd'hui à la même logique implacable et déterminante et qui exclut la liberté que les sciences de la nature. Par exemple,
Kant a bien ruiné cette espérance-là, en montrant qu'il y a toujours quelque chose qui échappe, non pas par impuissance de l'esprit, au contraire, parce que l'esprit a autre chose à faire que de connaître. Je pense à Novalis. Les romantiques allemands, c'est rare, en général je les cite comme à travers la critique sévère qu'en fait Hegel, mais enfin, un type comme Novalis a le mérite de nous dire « Nous nous connaîtrons sans doute jamais, mais nous ferons bien mieux que nous connaître. » Oui, il n'y a pas que la connaissance. Bon, dans un de ses aphorismes. Donc, j'arrête cette parenthèse, mais qui est importante pour rappeler que notre monde intellectuel dit philosophique d'aujourd'hui s'est appauvri au point de ne plus comprendre que deux grands volets, soit un irrationalisme qui découle de Heidegger, la philosophie de l'être, de l'ontologie, soit, c'est pas dans le formalisme pseudo-mathématique de l'école analytique, et qu'il s'agit de les renvoyer dos à dos. Et c'est justement ce que proposait l'unité des sciences, des sciences de l'histoire, beaucoup de demeures dans la maison de l'histoire, qui ont tout en commun d'être dialectiques. Cette dialectique que Deleuze, c'est pas d'un revers de main, écarté en disant l'infâme dialectique. Cette dialectique, bon, Deleuze ne s'est jamais dit marxiste, pourquoi pas, sauf que, ce qui est beaucoup plus inattendu, quelqu'un comme Althusser, je reprends ici les gens que critique Gluskar et dont Mordia dit que Gluskar est trop rapide avec. Non, on voit bien la rigueur de Gluskar. Point commun entre deux pensées qui apparemment n'ont rien à voir, celle de Deleuze et celle d'Althusser, il y a en commun dedans une manière d'écarter la dialectique. Alors Althusser est passé et passe encore pour beaucoup de gens qui connaissent peu l'œuvre de Marx, est passé pour vraiment le marxiste par excellence. Or, quand on n'a pas besoin d'interpréter ou de solliciter les textes de Marx pour voir à quel point ce qui est fondamental pour lui, c'est la méthode dialectique. Alors il a peut-être raison, il a peut-être tort, Marx, c'est un autre débat, mais on ne peut pas découpler Marx, la notion de dialectique, comme le fait Deleuze, c'est son problème, mais comme le fait Althusser, ce qui est déjà beaucoup plus inattendu, quand on pense qu'il a régné, y compris, je l'ai dit tout à l'heure, sur ce qui se réclamait du marxisme à l'intérieur du Parti communiste, qui est quand même plus grave. C'est là qu'on mesure la solitude de Gluskar, tout de même, d'avoir maintenu la tradition dialectique. Donc, je reprends ici sa réponse, lorsqu'il dit qu'il y a un néo-kantisme théorique. Il faut bien comprendre que, j'insiste beaucoup, et si on veut plus de détails, je renvoie donc à cet ouvrage qui sera prêt dès la rentrée prochaine, critique du néo-kantisme, la raison dialectique chez Michel Gluskar, et raison dialectique chez Michel Gluskar, donc de Simon Verdun. Pour ce qui est du détail, donc, ce que c'est néo-kantisme, mais je voudrais insister, c'est sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est un terme générique, je le répète, qui est présent, y compris chez des auteurs qui eux-mêmes ne se déclarent pas néo-kantiens. On dira, oui, mais alors, c'est trop facile, vous parlez dans le dos des gens, vous ne pouvez pas, comme ça, c'est un peu ce que dit Mordia à Gluskar. Vous ne pouvez pas, ici, c'est pas très rigoureux d'aller au-delà de la phénoménologie, puisque vous réclamez de leur texte, pour invoquer des notions qui sont absentes de leur énoncé. Ah, mais attendez, des fois, c'est dans l'énoncé lui-même. Je pense à Lévi-Strauss, qui est quand même considéré, à juste titre, comme le père fondateur de ce qui s'appelait pré-structuralisme, que les intéressés s'y reconnaissent ou pas, c'est autre chose. En tout cas, qui est dans une des premières publications fondamentales, s'appelle l'anthropologie structurale, tout de même. Et qui a, dans la thèse de doctorat, qui est sa première grande publication, sont les structures élémentaires de la parenté, un ouvrage admirable, mais je ne suis pas en train de réduire leur profondeur et leur rigueur. Mais que dit Lévi-Strauss pour définir sa propre pensée d'une manière transversale dans, non pas la préface, il appelle ouverture, tellement que ce livre est marqué par la musique, puisque à partir de ce livre, je pense au Cru et le Cuya, titre célébrissime. Mais c'est la première parution d'une série qu'il appelle mythologique, au pluriel,
et qui tournent tous autour ben, je suis là, tenez, de la table, au sens nutritif, hein, mythologique, puis après du miel aux cendres, puis les manières de table. Vous voyez, il y a toute une série d'ouvrages qui tournent autour apparemment de l'acte apparemment tout à fait familier de manger, et qui n'est pas si familier, qui est fondamental, puisque là où l'animal mange cru, l'homme mange cuit. Cuit, oui, oui, cuit. Avec le feu, ou même sans feu. Vous savez ce que c'est que le poisson à la tahitienne? Les nourritures qui sont cuites chimiquement, sans flamme, marinées toute une nuit dans du vinaigre, dans sanglier, une marinade de sanglier, comme on dit chez moi en Corse, dans des aromates, dans du citron, comme on fait pour le poisson à la tahitienne. Bref, fondamental, le cuit et le cru. Le cru est naturel, le cuit est culturel, historique. Cessons de dire culturel et revenons de Lévi-Strauss à Gluskar. Je cite Gluskar pour dire que dans cette, non pas préface, parce que c'est à partir de cet ouvrage qui dit que ce n'est plus la linguistique seulement qui est la discipline de référence qui lui sert de phare, mais la musique. Intéressant, c'est pas mon sujet. Mais ça vaudra le coup d'y revenir d'autres fois, parce que c'est une veine inépuisable. Et c'est pour ça que, pour montrer les connotations musicales de cet ouvrage, les chapitres s'appellent Cantate de la Sarigue, Fugue des cinq sens, etc. L'ouverture s'appelle pas, la préface s'appelle pas préface ou introduction, mais carrément ouverture, comme pour un opéra. C'est dans l'ouverture au cru et le cuit qu'il dit ceci. Monsieur Ricoeur, il cite Ricoeur, qui avait dit de lui, Lévi-Strauss, que le structuralisme de Lévi-Strauss est, je cite Ricoeur, Paul Ricoeur, un kantisme sans sujet transcendantal. Et Lévi-Strauss dit, j'avoue, je veux dire, je souscris parfaitement à cette définition, oui, c'est un, je suis bien, mon système se ramène bien à un kantisme sans sujet. Donc, cessons de dire que Gluskar fait un procès par contumace, ou parle dans le dos des intéressés. Et Lévi-Strauss ajoute même que le fait qu'il n'y ait pas de sujet transcendantal est pour lui un avantage par rapport à Kant, s'il fallait chercher une différence, et non pas un inconvénient, et ainsi de suite. Donc voilà, kantisme sans sujet transcendantal. C'est dit clairement. Vous voulez que je cite Foucault, un fleuron de ce courant-là, mais Foucault a dit « Nous sommes tous néo-kantiens ». Donc il est étonnant que Gluskar, dans une solitude ontologique, politique immense, ait été le seul à dire qu'est-ce qui circule à travers des courants de pensée qui semblent s'opposer et se disputer sur les plateaux télé ou dans les interviews ou dans les ouvrages, entre l'existentialistes, les structuralistes, les nouveaux philosophes. Qu'est-ce qui circule? Le néo-kantisme. Ah, mais ce n'est pas du tout le néo-kantisme historique de l'école de Francfort, et ce n'est pas un retour à Kant. Attention! Alors là, troisième point, j'insiste. Kant, le néo-kantisme, est pour une part du kantisme, pour une part, et je vais montrer que c'est pour une faible part, et Gluskar le pense aussi, en tout cas pour la part la moins intéressante de Kant, surtout ça, on va y arriver. C'est-à-dire la part qui n'est pas philosophie de la Révolution française comme le meilleur Kant. Ce Kant qui dit Rousseau est le Newton de la morale. Ce Kant-là qui dit qui met la liberté au centre comme clé de voûte de tout le dispositif philosophique, comme point de rencontre des grandes arches de la philosophie de la connaissance et de l'action, de la philosophie théorique, critique de la raison pure, de la philosophie pratique, la critique de la raison pratique, ou la métaphysique des mœurs, les fondements de la métaphysique des mœurs. À chaque fois, tout ça se rencontre sur l'énigme de la liberté. Quitte à la renvoyer à la chose en soi, il n'empêche, là, on est bien obligé de revenir au strictement philosophique, puisque on nous oblige à y revenir avec ce néo-kantisme qui circule. Rappel historique. Du vivant de Kant, je vais dire quand ses cendres étaient encore chaudes, mais non, il n'est même pas mort, il est encore vivant, il est vieux, mais il y a les jeunes gens, là, les trois, Hölderlin, Schelling, Hegel, condisciples au séminaire protestant de ces jeunes gens se destinaient, il fallait bien gagner sa croûte,
à être pasteurs sur les conseils de leur maman, qui s'inquiétaient de leur avenir. Il n'y avait pas à ce moment-là des postes de professeurs de philosophie en foule dans les universités. C'était balbutiant, hein, l'enseignement de la philosophie en chaire universitaire à l'époque. Il fallait aller suivre les cours de Fichte à Iéna, par exemple. Les trois, alors que Kant est encore vivant, s'indignent dans leur correspondance, ils échangent entre eux. Kant est leur Dieu, il faut voir comment ils en parlent. Kant est le Moïse de notre nation, dit Schelling. Le Moïse qui nous guide vers la terre promise. Extraordinaire des phrases comme ça. Et déjà, il y a une falsification de Kant qu'ils dénoncent, les trois jeunes gens. Quand ils disent « les curés sont en train de nous voler Kant », je résume, à la hache, comme dirait Gluskar, avec mon vocabulaire. Les curés sont en train de récupérer Kant, de profiter que Kant a jeté un interdit sur la connaissance de la chose en soi. Je ne m'attarde pas à ces choses familières à tous ceux qui ont fait quelques études de philosophie, que nous devons penser, mais que nous ne pouvons pas connaître, pour reprendre la lettre kantienne, et que parce que nous ne pouvons pas connaître, nous avons pour devoir de penser. Cette chose en soi, c'est que les religieux qui étaient menacés par tout le mouvement des Lumières, dont Kant est la floraison suprême, voilà que le monde clérical se dit, mais vous voyez bien, la philosophie elle-même dit que tous nos raisonnements, notre raison humaine, elle est infirme. Si on n'a pas la grâce de Dieu, on n'arrive pas à l'essentiel. Hein. Hop, voilà comment on falsifie Kant. On s'en sert à faire une restauration du religieux. Et de citer la phrase de Kant, j'ai voulu réduire le savoir pour faire une place à la foi. Ah oui, je vous le disais. Hein, en fait, on revient au temple, hein, puisqu'on est dans le monde protestant, à l'église, à la mosquée, comme vous voulez. Et hop, ce penseur-là, qui était bien allemand, protestant, puritain, je veux dire discipliné, hein, je ne me moque pas de lui, de grandes choses ont été faites, je pense à la musique de Bach grâce à cette discipline. Il y a des choses qui relèvent de tout, sauf de la sécheresse puritaine. Hein. Mais qui, tous les jours, n'est-ce pas, travaillait en bibliothèque avec des mouchoirs qu'il avait suspendus à des ficelles au plafond pour ne pas perdre de temps à chercher dans ses poches. Time is money. Le protestantisme et le capitalisme. Qui avait une vie extrêmement réglée et qui faisait sa petite promenade à partir de 18h, enfin, au moment où le jour tombait, ou la nuit tombait, pardon, jusqu'à une certaine distance, puis revenait. Vous savez, c'est bien connu, hein, on est dans l'anecdotique, que 2 fois seulement il a fait une dérogation à ses habitudes sacro-saintes. Et ces 2 fois, la première, c'est pour être un des premiers à avoir un exemplaire du contrat social de Rousseau qui venait de paraître. On est loin de la religion, là. On est à l'opposé. On est à ce qui va être le plus avant-garde pour la Révolution française, qui terrifiait même Voltaire et les autres Lumières, tellement que c'était d'avant-garde, puisqu'on y mettait en question la propriété elle-même. A-t-on idée? Quel sacrilège. Et deuxième fois, suite à la prise de la Bastille, pour être le premier à avoir les gazettes et les informations. Donc ce que Gluskar va appeler lui-même la philosophie, en construisant un concept qui est bien le seul, moi je voudrais bien qu'il y ait des travaux d'équipe là-dessus, la philosophie de la Révolution française, l'axe Rousseau-Kant, qui va se prolonger en Hegel, etc. Oui, quand je dis philosophie de la Révolution française, dont l'axe essentiel procède de ce qu'il appelle, dont le premier moment procède de ce qu'il appelle l'axe Rousseau-Kant, et c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas confondre Kant et le néo-kantisme qui lui est contre-révolutionnaire, hein. Il répond ceci à Moria. Cette critique m'étonne beaucoup après ce que j'ai pu dire dans De la modernité, Rousseau ou Sartre. Je rappelle qu'à ce moment-là, cet ouvrage De la modernité, Rousseau ou Sartre, n'avait pas encore été rebaptisé, comme c'est le cas maintenant par les éditions d'Elga, critique du libéralisme libertaire, avec l'accord de Gluskar, bien sûr. Hein. Mais c'est parce que le titre de la modernité Rousseau-Sartre semblait un petit peu énigmatique à pas mal de lecteurs. Donc,
je reprends, cette critique m'étonne beaucoup après ce que j'ai pu dire dans De la modernité Rousseau, ça sur la logique et la phénoménologie de la praxis et sur le néo-kantisme. Vous voyez, on y est en plein. Claude Maurilla ne peut quand même pas ignorer qu'entre l'empirisme des Lumières, parce que Maurilla avait eu le malheur de dénoncer l'empirisme de Gluscar, c'est un contresens fondamental, ne peut pas ignorer qu'entre l'empirisme des Lumières que je dénonce et la philosophie néo-kantienne du libéralisme, je précise bien non pas kantienne mais néo-kantienne, je vais encore revenir là-dessus tout de suite, du libéralisme, il y a eu Hegel et Marx, donc dans la philosophie de la Révolution française, qui prolonge l'axe Rousseau-Kant, sinon précisément Hegel et Marx, qui ne se réduisent pas à Rousseau et Kant, d'accord? Quand on voit l'importance de la révolution industrielle dans l'œuvre de Marx, elle n'est pas présente chez Rousseau. Le rêve de Rousseau, politiquement, aurait été de diviser la France en petits propriétaires agraires égaux entre eux. Je veux dire que Rousseau passe à côté de la révolution industrielle, un petit peu nuancé quand on voit son projet de constitution pour la Corse, qui n'a pas pu achever puisque la brutale intervention de la répression française et l'écroulement des derniers soubresauts de la magnifique résistance corse à Ponte Novo font qu'on ne peut pas faire de constitution pour un pays qui n'a perdu son indépendance, n'est-ce pas, qui n'est plus qu'une province, donc qu'une région. Et dans ce projet, Rousseau se renseigne sur les ressources minières et industrielles de l'île. Hein, je veux dire, voilà, mais enfin, c'était tellement embryonnaire qu'il n'y a pas de quoi parler. Donc, et quant à Kant, hein, c'est cette espèce d'interdit sur les connaissances qui fait qu'il y a une intelligibilité, celle des sciences de la nature. Vous voyez comment on arrive à aujourd'hui. Ah, là, on peut dire, là, on est dans le sérieux, on est dans le scientifique. Hein, néopositivisme, on dirait aujourd'hui. Et par contre, dans les sciences humaines, on peut penser, mais pas connaître. Hein. Car le monde, je parle comme Kant ici, le moi, l'âme, ce sont des idées, dit Kant, ce n'est pas des concepts. Je vais vite, c'est dans tous les manuels de philosophie, ça n'a pas besoin de moi pour détailler, mais j'y renvoie, hein, pour ceux pour qui ce n'est pas familier. Les concepts, eux, c'est constitutif de la science. Le concept d'espace et de temps, on ne peut pas constituer la physique sans les concepts d'espace et de temps, mathématiques non plus. Par contre, les idées ne sont pas constitutives, elles sont régulatrices. La règle, c'est moins fort que la loi. Il y a une loi de la chute des corps. Il y a des règles en morale, il n'y a pas de loi. C'est moins fort. Faute de pouvoir connaître la chose en soi. Donc, je suis en train de dire, il y a des insuffisances chez Rousseau-Kant. Et ce sont ces insuffisances que l'immédiat post-kantisme, les trois amis, j'y reviens, Hölderlin, Schelling, Hegel, j'insiste sur le fait qu'ils soient trois, pour avoir le bonheur de reciter ce fragment apparemment énigmatique, mais qui est ici très clair de Hölderlin, fragment isolé dans un poème, dans un fragment lui-même de poème. Feuille de trèfle qui splendidement verdoie. Feuille de trèfle qui splendidement verdoie. C'est le trèfle est trilobé, comme on dit, c'est pas en botanique. Ces trois jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent, n'est-ce pas, de combler ce qui restait à l'état vide chez Kant. Je ne discute pas hein, de la réussite ou de l'échec de leur projet, mais c'est Fichte le premier qui va s'engouffrer dans cette voie, puis Schelling, puis Hölderlin et Hegel. Et on sait tout ce que Marx doit à ce qui va en ressortir chez Hegel, laissons tomber les autres. La critique de Lukács est là pour montrer à quel point Schelling après a dévié dans la destruction de la raison, pour reprendre le titre de Lukács. Et Hölderlin, malheureusement, nous a été arraché par la folie. Je fais une toute petite parenthèse courte pour dire que par les temps qui courent, c'est assez récent, c'est même très récent, on réévalue de plus en plus dans le sens de la hausse l'influence que Hölderlin a pu avoir sur Hegel. Quand on voit l'influence de Hegel sur Marx, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Et je termine, j'ai dit que cette parenthèse serait courte,
mais pour encourager à ne pas la laisser là, mais à creuser et à se renseigner sur l'admirable formule d'un Allemand, un des rares Allemands qui a sauvé l'honneur de l'intelligentsia allemande pendant les plus terribles périodes. Je pense à Thomas Mann ici, bien sûr, qui a dû après s'exiler, se réfugier aux États-Unis, et qui, à son retour après sur les ruines et les décombres du Reich, a dit cette formule capitale que les problèmes de l'Allemagne, mon Dieu, c'est une actualité. Et donc de l'Europe, quand on voit que l'Europe aujourd'hui c'est l'Allemagne, les problèmes de l'Allemagne ne seront pas résolus tant que Marx et Hölderlin ne seront pas réconciliés. Thomas Mann, il faut que ça nous vienne d'un romancier, d'un littéraire, et non pas de quelqu'un qui enseigne à l'UHESS. C'est tout ça contre lequel proteste Gluskar ici. Claude Mourilla ne peut quand même pas ignorer qu'entre l'empirisme des Lumières que je dénonce et la philosophie néo-kantienne du libéralisme, et donc non, il n'est pas en train de dire entre les Lumières et Kant, hein. Kant c'est le couronnement des Lumières, hein. Mais entre les Lumières et ce qui est récent, ce qui est notre époque, la contre-révolution qui s'est acharnée contre le marxisme, qui s'appelle structuralisme, puis nouveau philosophe jusqu'à aujourd'hui, hein, je veux dire, en passant bien sûr par le plus nazi des philosophes, celui dont une élève a inventé le concept de totalitarisme pour souiller à jamais le marxisme, n'est-ce pas, d'avoir une symétrie avec le communisme, d'avoir une symétrie avec le nazisme, et l'affaire est dans le sac. Ça nous vient d'une des élèves les plus proches du plus nazi des philosophes. Voilà, j'en reste là pour l'instant, quitte à scandaliser, parce que c'est pas le sujet, mais c'est très facile à réfuter cette notion de totalitarisme. Je l'ai déjà fait dans mes ateliers, je ne vais pas perdre de temps. J'en reste à ce concept de néo-kantisme. C'est pas une chose trouvée il le répète tout le temps, cette formule néo-kantisme, dans cette réponse à Mauriac, Gluskar. C'est pas une formule trouvée, c'est pas le néo-kantisme tel qu'on enseigne dans les chaires universitaires, qui a son importance aussi, le néo-kantisme, n'est-ce pas, de Cohen, puis Max Scheler, néo-kantisme moral, de Horkheimer, qui sont autant de manières, n'est-ce pas, de réagir contre la pression du matérialisme au XIXe siècle, matérialisme à l'œuvre dans les sciences dites dures, les sciences essentiellement, sinon quasi exclusivement de la nature. Ce scientisme, qu'il ne faut pas jamais confondre avec la science, ou au mieux ce positivisme d'Auguste Comte, n'est-ce pas, et auquel on revient aujourd'hui, les sciences cognitives, c'est du néo-positivisme, hein. C'est de nouveau une confusion, n'est-ce pas, de la sphère anthropologique et de la sphère naturelle. Bon, une confusion énorme de la nature et de la matière. Que tout ça soit matériel, on est bien d'accord, mais que toute matière n'est pas naturelle, sinon je ne vois pas comment on distinguerait, n'est-ce pas, des fleurs naturelles, des fleurs artificielles. Les deux sont matériels, on est bien d'accord. Mais il y a quand même un bouquet des deux qui n'a rien de naturel. On parle des fleurs, on pourrait parler des seins, hein, grâce au silicone. Pour qu'on puisse dire ceci est naturel, ça suppose qu'on en est sorti de la nature et qu'on a la possibilité d'en produire qui ne sont pas naturels, pour qu'on éprouve le besoin de dire « Ah non, je vous garantis que ces fleurs-là sont naturelles ». Ou que ce fromage a été fait selon des méthodes purement naturelles. Ça veut dire qu'on sait bien qu'il y en a qui disent « pure chèvre ». Vous savez qu'on a le droit de mettre pure chèvre, hein, même s'il y a 70% de vaches, vous savez ça? Et oui, mais on n'a pas le droit de mettre 100% pure chèvre. Une petite nuance à connaître sur les étiquettes. Voilà. Et oui, donc j'y reviens. Le néo-kantisme historique, c'est une chose. Horkheimer, Adorno, l'école de Francfort, comment être de gauche sans être communiste, ça c'est moi qui ajoute ça, je commence à construire, hein, aux côtés de Gluskar, hein, le grand problème de Sartre. Comment pouvoir rester de gauche sans être communiste? Ça, Sartre. Hein. Bien.
Ça, c'est le néokantisme trouvé dans la tradition historique académique. Guiscard produit, non pas une notion, mais un concept. Il faut le travailler pour le comprendre. Encore une fois. C'est ce qui vient s'opposer ici aux avancées de ce qu'il appelle les philosophies de la Révolution française, ou au singulier, en termes génériques, la révolution de la philosophie. La philosophie, pardon, excusez-moi, au singulier de la Révolution française. Donc vous voyez un grand diptyque, la philosophie de la Révolution française, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, dans leur progression, Lénine, hein, je veux dire, c'est pas fini, Guiscard. Et en face, s'opposant, résistant, et essayant de restaurer l'essentiel de l'ancien régime face à cette philosophie de la Révolution française, le néo-kantisme, c'est là qu'on voit que c'est une construction. Je rappelle, et c'est pour ça que j'insiste, si je laisse de côté maintenant les problématiques proprement philosophiques pour un court instant, pour en revenir à des problématiques purement historiques, que nous ne sommes pas dans un espace ouvert par la Révolution actuellement, ni par la contre-révolution. Nous sommes dans le conflit de la Révolution et de la contre-révolution. C'est pour ça qu'on a du mal à y voir clair. Et c'est pour ça que je n'aime pas qu'on confonde la médiation, qui est un concept hegelien fondamental, qui renvoie dos à dos les extrêmes, le moyen terme, avec le centre. Ce que j'appelais tout à l'heure, un peu très dédaigneusement, parce que j'en ai une méfiance politique, l'extrême centre. Allez, je vais être précis. Prenez un segment AB, mettez un point M au milieu. Faites en sorte que AM soit rouge de couleur, et je présume que c'est des couleurs fraîches, tout ça, et MB bleu. Le point M, chacun devine qui sera violet. Voilà ce que je reproche à l'extrême centre. On ne sait jamais où on en est. On peut aussi bien verser d'un côté que de l'autre. Vous êtes anti-gaulliste. Ah ben moi aussi, ça tombe bien. Ben oui, je suis anti-gaulliste parce qu'il a livré l'Algérie aux Arabes, au bon sang. Moi, je croyais qu'il était gaulliste parce qu'il a résisté au fascisme. Vous voyez, comme la même chose, le même positionnement peut être ambivalent. C'est ça que je dénonce dans le centre, dans ce qui se prétend modéré. Mon ami Arthur Adamov, le troisième grand nom de ce grand triptyque du théâtre de l'absurde, des Ionesco, Beckett, Adamov. Adamov a écrit une pièce que je recommande, d'autant plus que maintenant on fait exprès de le verrouiller pour le punir d'avoir eu le très mauvais goût de s'inscrire au Parti communiste quand tout le monde le fuyait après l'intervention en Hongrie. Enfin bref, Adamov a écrit une pièce qui a pour titre, c'est assez explicite par rapport à ce que j'étais en train de dire, je m'arrête là, aime le modéré. Les grands criminels aiment le maudit, mais lui c'est aime le modéré. C'est pas, ça fait des millions de morts, ce genre de modération. Rappelez-vous Giscard, le patron des centristes, hein. D'où est issu Balladur, d'où est issu Sarkozy, hein. Là je suis dans les filiations officielles. Hein. Et ça donne le PS, ça donne, comment il s'appelle celui qui a créé l'Europe, le premier président Delors. Hein. On est en plein dedans là. Et ça, ce centre que je critique. J'ai dit que je ferai une courte parenthèse historique. Et bien justement, ce qu'il reproche au néo-kantisme, ce que ne faisait pas le kantisme, Kant c'est un effort permanent de clarification, alors que ceux-là sont dans ce que Guiscard appelle ici le confusionnisme, pas la confusion. C'est humain la confusion. Si j'étais en théologie, je dirais il y a du péché dans notre pensée, il y a du défaut, il y a du manque. Nous n'avons pas une pensée divine. N'en déplaise à certains spinozistes naïfs. Spinoza n'était pas naïf, mais il y a un néo-spinozisme, celui de Deleuze, je ne parle même pas d'Onfray, de la guerre froide, qui pourrait presque nous faire croire qu'il y a en nous l'intellect divin. Donc on y est. Donc toutes ces pensées qui se sont échafaudées pour verrouiller
ce qui pouvait y avoir la révolution. J'y reviens. Nous ne sommes pas dans la révolution, nous ne sommes pas dans la contre-révolution, mais nous sommes en permanence, avant que nous commencions à penser, à réfléchir, à exercer notre critique. Nous sommes, au sens qui va de Kant à Marx, hein, la critique, nous sommes dans ce point dont je parlais, le violet, où on ne sait pas si on est dans la révolution ou la contre-révolution. Vous voyez, où les concepts peuvent être pris dans les deux sens. Et si le capital existe encore, malgré tous les soubresauts, malgré son abjecte compromission dans je pense au capital français, dans la collaboration, dans le nazisme, dans l'Europe entière. Rappelez-vous Chamberlain revenant des accords de Munich. Chamberlain, c'est quand même le Premier ministre de l'Angleterre. L'Angleterre, patrie d'origine de la démocratie, les premières républiques parlementaires, les premiers régimes parlementaires, où le prince a les mains liées, les mains libres pour faire le bien et les mains liées pour faire le mal. Hein. Là, il revient de Munich et qu'est-ce qu'il dit? Mr. Hitler is a gentleman. Ambiguïté de ces démocraties-là, n'est-ce pas, qui se sont discréditées. Qu'est-ce qui reste de, je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est institution politique s'est vendu à Pétain, a voté les pleins pouvoirs à Pétain, en dehors du Parti communiste à l'époque. On comprend qu'il était urgent qu'une élève de Heidegger, je pense bien sûr à Hannah Arendt, construise d'urgence après-guerre, n'est-ce pas, pour le plus grand profit de la CIA au début de la guerre froide, ce concept de totalitarisme qui non seulement permettait de faire oublier que toute l'Europe bourgeoise disait avant la guerre plutôt Hitler que le Front populaire. Il est bien ce monsieur Hitler qui a maté les syndicats, hein. Il n'y avait pas encore les crimes, il n'y avait pas Auschwitz, on ne savait pas, donc on était imprudents. On me disait tout haut que c'est pas si mal Hitler. Relisez la presse de l'époque, j'invente rien. Et voilà qu'après-guerre, on dit le communisme et le nazisme, c'est pareil. Les mêmes que ceux qui disaient Hitler, plutôt Hitler que le Front populaire, et même que ceux qui disaient Mr. Hitler is a gentleman. Le même que j'oublie son nom. Parce que j'ai Pilsudski dans la tête, je pense à la Pologne bien sûr, mais un adjoint du colonel Beck qui dirigeait la Pologne juste avant la guerre, au moment où on est à quelques semaines du déclenchement de la guerre qui commence par l'attaque de la Pologne par l'Allemagne, quand le numéro 2 du bande polonais, son nom m'échappe mais c'est facile à retrouver, dit à Ribbentrop, aux responsables des affaires étrangères d'Hitler, oui, bon, nous avons des différences sur Danzig, etc., sur Gdansk, hein, en polonais, mais enfin, nous parlons entre gens civilisés, c'est pas comme avec les soviétiques. Vous voyez, il faut faire oublier tout ça. Maintenant, on nous dit, oui, c'est vrai que les Polonais, ils sont très anti-russes, mais il faut les comprendre, hein, ils ont vécu un martyre. Pardon? Des centaines de milliers de soviétiques sont tombés pour libérer la Pologne à Auschwitz. J'ai visité le cimetière de Weimar en Allemagne, tenez. Pas très loin, 200 km à l'est de la frontière polonaise. Il y a des milliers de pauvres gosses de 18 ans qui sont tombés rien que pour libérer Weimar, où il y avait le camp de Buchenwald à 3 km. Et voilà, et encore une fois, je veux dire, je sais bien que ça agace mes amis du PRCF quand je dis ça, mais j'aurais sans doute été fusillé sous Staline avec ma manière de parler. Hein. Je ne suis pas en train de défendre, mais enfin, je n'oublierai jamais que le général en chef, et qu'il a été le général en chef de l'Union soviétique et d'une armée grâce à laquelle nous ne sommes plus sous la botte nazie. Car si on avait attendu les autres, hein, le débarquement occidental, il a lieu en 1944, lorsque les soviétiques sont aux portes de Berlin, hein, ils ne sont pas loin. Ils sont déjà Berlin dans la main, et où l'Allemagne est capoute, pour prendre un terme allemand. Donc, tout ça pour comprendre que la notion de néo-kantisme chez Gluskar, c'est la constitution philosophique qui vient à l'appui de ces forces historiques que je viens d'évoquer. Mais attention, on s'adresse à des gens civilisés, on ne va pas leur dire on est d'extrême droite, non, on ne va pas dire on est de droite, on est réactionnaire, on est pro-capitaliste, non. Au contraire, on va dire on est kantien, il faut revenir à Kant.
c'est-à-dire revenir à un en deçà de cette avancée qu'est la dialectique. Et là, je recite Gluskar. Malheureusement, c'est une citation orale qu'il faisait souvent, qui était récurrente. C'est dommage qu'il n'en ait pas laissé une trace écrite. Oh, elle est très transparente. Elle est suggérée quand on regarde de près dans ses textes, mais elle n'est pas textuellement, comme je vais le dire, comme il aimait souvent le répéter oralement. Il disait « Kant, c'est quelqu'un qui a tout vu. » Bel hommage. Il a tellement tout vu qu'il a aussitôt tiré le rideau. Là, vous avez tout ce qu'il y a de positif et de négatif chez Kant résumé, comme seul il sait le faire à Gluskar. Il a tellement vu qu'il a tiré le rideau tout de suite. Je ne veux pas voir ça. La chose en soi est inconnaissable. Quand même, hein. Mais c'est pas ce retour à ce Kant-là. Car avant de tirer le rideau, bon sang, que d'avancées. Rousseau est le Newton de la morale. Ça veut dire on a Newton dans l'ordre de la nature, on a les sciences, on a la physique. C'est formidable, mais quelles avancées! Qu'avec une petite phrase d'une ligne et demie, les corps s'attirant en fonction directe de leur masse et inverse de carré de leur distance, je rends compte, l'homme, le cerveau de cette espèce de ver de terre qu'est l'homme, arrive à rendre compte de tous les mouvements de l'univers. On verra après que, à l'exception de ceux qui se déplacent d'une manière assez proche de la vitesse de la lumière, comme c'est le cas aussi en cosmographie ou en microphysique. Mais l'équivalent dans le monde moral, le Newton de la morale au sens de ce qui s'oppose ici aux sciences de la nature, ce qu'on appelle, donc j'y reviens, les sciences sociales, les sciences humaines, là c'est Rousseau qui est l'équivalent de Newton. Ça veut dire ça, Rousseau, le Newton de la morale. Ça veut dire que la liberté tient dans l'ordre des sciences dont on attend toujours la constitution, la place qu'occupe la gravité et la loi de la chute dans la physique newtonienne. La loi de l'attraction, hein, pour généraliser, la chute dans un cas particulier. On commence à mesurer au travers de ces excursions au sens strict que je viens de faire alentour de la notion fondamentale du néo-kantisme chez Gluskar, qu'elle est d'une telle richesse qu'on n'aura pas à se repentir de nous payer le luxe d'une seconde séance en prolongation de cette réponse de Gluskar à Claude Moria, car elle a une richesse de matériaux que pour une bonne part je n'ai même pas encore commencé à aborder pour certains, mais je me garderai bien de le faire tant que je n'ai pas une première réaction à vos questions sur les concepts qu'on vient d'agiter et sur l'orientation générale de Gluskar dans cet article. Donc, je vous donne rendez-vous si Philippe est disponible, mais je suis persuadé qu'il fera tout pour l'être, à la suite de cette réponse de Gluskar à Claude Moria, qui, je le répète, est pour moi, d'une manière un peu métonymique, une manière de réactualiser tout ce qui est décisif dans l'apport de Michel Gluskar à la pensée contemporaine, un apport, encore une fois, qui n'a pas d'équivalent dans toute la mouvance marxiste de l'après-guerre. Et donc, je vous dis, et j'espère à très bientôt, et continuez en attendant à passer les meilleures vacances.